Allez, tu vas, allez! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it! Joy for cycling fans! Bonjour à tous, c'est Lucas et bienvenue pour un nouvel épisode du débrief by Dossard 13. Épisode un peu particulier pour celui-ci puisque c'est le 13e de la saison. Dossard 13, 13e épisode, vous avez compris le principe. Est-ce qu'on va faire quelque chose de différent dans l'épisode? Oh que non, on reste sur les classiques parce que ça se passe très bien comme ça. En parlant de classiques, toujours en très bonne compagnie, comment vas-tu Guillaume? Ah ça va, on a un peu un été pourri, mais ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Par contre, si j'ai un été pourri, hein, d'accord, mais si Paris-Roubaix en octobre se passe sous un ciel bleu, je vais totalement péter un câble. Je commence le podcast comme ça. On a Paris-Roubaix sous un beau temps, c'est clairement abusé. C'est vrai que vu l'été, excusez-moi les termes, hein, mais de merde qu'on a passé sous la pluie, les conditions comme un mois d'octobre, si là, tu as raison, si le 3 octobre prochain, dans le nord de la France, il fait grand soleil, un épisode qui va être quand même assez chargé, parce qu'il y a eu pas mal de courses en cette deuxième partie d'août, notamment avec la Vuelta. Je te propose qu'on commence dès maintenant à faire un mini débrief de ce qu'il s'est passé sur la course espagnole. On va aller point par point. Je te propose de commencer par tout simplement Primoz Roglic, qui est très très fort quand même. Ouais, il est très très fort. Après, bon, on en reparlera, mais le pire adversaire de Roglic, c'est lui-même en fait. Parce que bon, dans la descente, je sais pas, j'ai vu ce débat sur Twitter, mais tout le monde se dit que Roglic c'est un formidable descendeur dû à son passé de sauteur à ski. Mais je crois que tu l'avais mentionné lors du dernier épisode, il était juste sauteur en vrai. Hein, parce que les trajectoires, des fois, j'ai peur. Et maintenant, j'ai peur. Ah, c'est pas son fort, hein. Comme tu l'as dit, son pire adversaire, c'est lui-même, parce qu'on l'a vraiment senti, qu'on avait l'impression qu'il n'avait jamais été en difficulté, tout en maîtrise. Il a, pour l'instant, à l'heure dont on vous parle, au soir de la 18e étape, il a remporté déjà 3 victoires, il a fait 3 secondes places. Par contre, lui, sur l'étape de Rincón de la Victoria, c'était un sketch. On n'a jamais vu des mecs descendre aussi mal. Et, Oh, les 3-4 là, et franchement, c'était un sabotage, hein, parce que Roglic, on ne sait pas pourquoi il a pris des risques dans la montée en attaquant. Et du coup, il s'est mis en difficulté dans la descente. C'était une descente technique et il est parti à la faute, tout simplement. Ouais, c'était même pas à lui au final de prendre des risques, même juste dans la descente. Il a de l'avance. S'il y en a qui doivent prendre des risques, c'est derrière pour rentrer. Hein. C'est pas forcément à lui en soit. Bon, après, on va pas se plaindre. Il a été à l'offensive, il a fait le spectacle. Et bon, on s'est bien amusé quand même sur la descente, hein, parce qu'entre lui et Mas, oh là là, qu'est-ce que ça descendait mal. Quand je repense encore à un Samuel Sanchez à son prime, il aurait pu leur mettre 2-3 minutes dans la descente. Ouais, Nibali 5 minutes. On parlait juste avant de Mas qui descendait très mal. La Movistar, elle fait une très belle Volta selon moi. Aujourd'hui, ils ont couronné, on va dire, le tout avec la victoire de Miguel André Lopez Superman sur l'Alto del Gamoniteru. Franchement, c'était une étape très 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 dure. Je crois que c'était l'étape avec le plus de dénivelé positif cette saison. 4957 mètres. Pour être précis. Et oui, Mas et Lopez, ils ont montré qu'ils étaient en contrôle, eux aussi, on va dire, sur toute cette Volta. Ils vont finir sûrement 2 et 3 au général face à un Primoz Roglic vraiment trop fort pour eux. Ça reste 2 places sur le podium, quoi. Et je pense c'est objectif atteint pour Movistar. Oui, derrière, Jack Hay est à 1,40 par là, donc ils ont de la marge. Ils ont de la marge et après, il y a Bernal aussi dans à peu près le même temps, mais il n'est pas aussi impérial que sur le Giro. Dommage juste pour leur compère Alejandro Valverde qui a lourdement chuté. On a tous l'image encore en tête de sa chute, qui s'est cassé la clavicule, mais on le sent vraiment motivé en tout cas, donc je pense qu'on risque de le voir dans le peloton encore une année. Oh oui, Papi Alejandro, il a encore de belles choses.
Les DSM, on continue sur les équipes. La DSM, elle a fait, selon moi aussi, une très belle Volta. Il reste encore 2 étapes pour transformer encore une belle victoire et surtout un maillot de grimpeur qui va se jouer entre Bardet et Storer. À eux deux, ils ont 3 belles victoires en solitaire. Franchement, les deux de la DSM, ils ont fait le show tout au long de la Volta. En montagne, c'était vraiment de la science. Ouais, ça fait plaisir de revoir Bardet relever les bras sur un grand tour. En plus, la première fois sur la Vuelta. Et puis sa Volta, elle a commencé très mal avec sa lourde chute. On a eu peur pour la suite de son tour et au final, il nous a fait mentir. Ouais, on pensait tous à un abandon. Ouais, très belle victoire. Il a allé les chercher un par un devant. Et franchement, c'était le favori de l'échappée. Après, il y avait le coureur d'Alpecin Ah, Jay qui s'est mis une belle boîte en voulant prendre un bidon à sa voiture. Et il terminera quand même 3ème de l'étape en plus, malgré cette chute. Hein. Donc bon, ça aurait pu être un sérieux concurrent à Romain, mais Et je tiens aussi à souligner moi, la très belle performance de Dainese sur les sprints. Pour moi, c'était un petit crack que j'avais déjà remarqué depuis un moment. Là, pour le coup, il se sent bien avec la DSM et c'est un très bon sprinter en devenir. Lucas et ses pépites. On fera un épisode spécial pépites peut-être à l'intersaison, on y pensera. On a parlé des très belles performances, on va parler aussi des déceptions. Enfin, en tout cas, selon moi, en ce début de Volta, on avait annoncé la Bahreïn et Ineos comme les 2 armadas. Du côté de la Bahreïn, à part le joli numéro de Caruso en solitaire, pour moi, ça reste décevant. Il y a Landa qui n'était pas du tout au niveau. Il a même abandonné sur la 17e étape. Et terrible saison, hein. Encore une fois, pas à la hauteur des attentes. Et de l'autre côté, Haig et Gino Madère qui sont quand même un poil trop justes. Et de l'autre côté, Ineos, on s'attendait à une grande team Ineos. Moi, pour l'instant, certes, Bernal, il s'est bien repris après son coup de moins bien en 2e semaine. Il a fait pas mal le show là sur la 17e et la 18e étape. Oui. Après, il va jouer pour la 4e place, quoi. Et à ses côtés, Sam Yates, franchement, décevant. Et je vais même pas parler de Carapaz ou Tom Pidcock, parce que ils étaient transparents, quoi. Pidcock était surtout, on va dire, en reprise depuis les JO. Mais bon, je m'attendais quand même à ce qu'il brille un peu plus. Et au final, il a été très limite. On l'a jamais vu capable de chercher une étape, quoi. Bon, si je vous parle de la Deceuninck, on imagine le train évidemment. On reprend pas les mêmes, mais on a autant d'efficacité. Jacobsen, victoire d'étape sur la 4e, la 8e et la 16e étape. Et puis, il y a eu une petite mésentente dans le train lors de l'étape 13. Mais bon, vous inquiétez pas, Sénéchal en a profité pour gagner sa première victoire sur un grand tour. Et franchement, je pense que pour Sénéchal, c'est mérité. Le mec est tout le temps là pour ses leaders. Et pourtant, il a un très bon potentiel. Il pourrait être leader dans beaucoup d'équipes pour le tour. Hein. On va pas les citer. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour le français parce qu'il mérite de gagner. Après, on a droit aussi à un Magnus Cort Nielsen très très en forme sur cette Vuelta avec 2 victoires d'étape en costaud. Et après, c'est obligé ce soit moi qui en parle. L'Intermarché Monti Gobert, elle prend feu clairement. Là, c'est quoi ce bordel? 7 jours en rouge pour Haiking, 2 pour Taramae. Et Meintjes qui va peut-être aller chercher un top 10 au général. Bien joué à eux. Bon, après, voilà, Meintjes, c'est le spécialiste de je joue le top 10, top 15 durant toute sa carrière. Est-ce qu'il aurait pas pu faire mieux? Bon, après, c'est un sport d'équipe. Ils ont déjà des victoires d'étape, un maillot rouge. Donc, la cerise sur le gâteau, ça serait un petit top 10, effectivement. Et enfin, on a une AG2R assez mal récompensée, malgré les nombreuses échappées de Champoussin et Bouchard. Ouais, juste comme tu l'as dit, je pense qu'on a fait le tour du côté de la Vuelta. On a eu le droit à des très belles étapes.
il va rester encore 3 jours de course. Je pense pas qu'il y aura de surprise. On sait que Roglic est vraiment très fort. À moins d'une défaillance, mais pire que la planche des belles filles, je vois pas comment il pourrait perdre cette Volta et il ferait le tris. Petit tour à la Bretagne classique, on a un joli duel entre Français, entre Alaphilippe et Cosnefroy. Ils ont fait péter la course à 50 km de l'arrivée. On a quand même vraiment senti que Cosnefroy était plus en condition que le champion du monde et il va s'adjuger le sprint final. Et belle victoire du Normand puisque il y avait deux Koenig et deux de Koenig, donc Julien et j'ai le surnom au bout de la langue en plus. Mickaël Honoré. Franchement, belle course et ça fait surtout plaisir de le revoir dans cet état de forme. Je me souviens qu'on en avait parlé pendant les previews et après malheureusement on était déçus parce qu'il est revenu de blessure trop tard, il n'a pas pu s'exprimer à son plein potentiel. Donc franchement, je suis assez hype pour la fin de saison et notamment quelques classiques italiennes qui pourraient l'intéresser. Et notamment aussi, pourquoi pas, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais ça, on en reparlera après. Non, et puis aussi sur cette Bretagne classique, moi je retiens surtout aussi la contre-performance de Tadej Pogacar, qui avait suivi, on va dire, le bon coup de Alaphilippe et Cosnefroy, et qui a pété à la pédale sur un faux plat, hein. Certes, le Slovène était de retour à la compétition, mais franchement, ça montre qu'il est humain, j'ai envie de te dire. Oui, voilà, on va dire ça. Débat interminable. Mais bon, ça, on en reparlera encore une autre fois, encore et encore. On va dire, c'est un sujet dont on peut passer des heures. Est-ce que Tadej Pogacar est une plaie pour le cyclisme, comme diraient certains? Moi, je pense que c'est juste une bénédiction. Parce que certes, ils écrasent lui et Roglic, et pourquoi pas, on peut même citer d'autres coureurs. Mais franchement, comparé aux périodes de Chris Froome, Geraint Thomas ou Wiggins, au moins là, c'est des mecs qui osent attaquer, qui osent faire le show. Et franchement, on a un peu du cyclisme spectacle, et franchement, c'est pour notre plus grand plaisir. Exactement. Et si quelqu'un se dope, on ne manquera pas de lui chier dessus, ne vous en faites pas. Et oui, parce qu'on est contre le dopage chez Dossard 13. On n'est pas comme l'UCI. Oh, pardon, la balle perdue. Oh, jolie balle perdue celle-ci, c'est bien, bien vu, bien joué. Bon, qu'est-ce qui ne te ferait pas plus sourire que de revoir Thibaut Pinot en course sur un vélo? Mais alors imagine Thibaut Pinot avec juste une journée un maillot de distinctif. Ah, franchement, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, tout à fait. Sur le Tour du Limousin, c'était donc la reprise pour Thibaut Pinot après avoir connu des mois de galère avec son dos. On l'a même vu à l'attaque, il s'est beaucoup amusé et le dos avait l'air d'aller. Donc on croise les doigts pour la suite de sa saison dans un premier temps. Et après, on peut quand même noter les étapes remportées par Laporte, Godon, Velasco et Fetter. Au général, c'est un duel breton gagné par Barguil devant Bonamour. Décidément, Bonamour, on le voit beaucoup à l'avant, mais peu récompensé. Mais après, ça fait aussi plaisir de voir Barguil revenir sur le devant de la scène, parce qu'il me semble que sa dernière victoire, c'était au championnat de France en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait plaisir. Après, je dis la victoire de Barguil, mais Dorian Godon a totalement craqué dans la dernière étape. Il semblait si fort sur les premières étapes, et au final, panne de jambes au pire des moments lors de la dernière étape. Ouais, et puis pour revenir sur ce que tu as dit avec Franck Bonamour, oui, très très en forme depuis la fin de son tour et son élection du super combatif de la grande boucle. On l'a vu faire un top 10 sur la Bretagne classique. On l'a vu pas mal performer sur le Tour du Limousin. Non, vraiment, c'est un coureur qui monte en puissance et qui s'impose en tant que leader dans une formation BNB Hotel qui a du mal à se trouver vraiment un homme capable de remporter des étapes et de performer sur le devant de la scène internationale. L'équipe bretonne vit une saison quand même très compliquée. On espère pour le collectif de Jérôme Pinault qu'ils arriveront à chercher une ou deux victoires, un peu plus de renom sur cette fin de saison. Parce que jusqu'à présent, le bilan, on le fera cet hiver, mais pour l'instant, ça reste assez faible, quoi. C'est même décevant parce que pour l'instant, on est vraiment sur 4 victoires autour du Rwanda, pardon, et 2 sur le Mont Blanc. Donc pour l'instant, ouais, ça reste quand même assez pauvre, mais la saison n'est pas terminée. Croisons les doigts pour eux.
On passe maintenant d'un tour à l'autre, toujours en France. On va parler maintenant du Tour de Poitou-Charentes. On a eu des belles surprises tout au long de l'épreuve. Notamment, pour moi, ça reste quand même une surprise parce que Viviani, cette année, c'est très compliqué. Il a remporté 2 étapes notamment pour la confiance. Cette fois-ci sans être brillant, mais pas grave, ça fait 2 victoires. Un Elia Viviani, on en reparlera après du côté du Mercato, mais qui a annoncé du côté d'Astana, à voir maintenant où est-ce qu'il va partir, entre Eolo, Astana, etc. Mais de sûr, c'est qu'il est en partance parce que ça coûte trop cher pour Cofidis. Choix plutôt logique de la Cofidis pour moi, mais bon. On a aussi eu les 2 belles performances des Frenchies, notamment Jason Tesson qui va remporter une belle étape au sprint, notamment qui va devancer Olivia Viviani. Et c'est une victoire importante pour le collectif de Saint-Michel-Aubert 93 et surtout pour le coureur ancien champion de France amateur l'an dernier qui n'a eu qu'une saison de contrat du côté de Saint-Michel-Aubert et qui devrait trouver un contrat pour l'an prochain et pourquoi pas à l'étage du dessus parce qu'il a montré pour un néo-pro qu'il avait les jambes pour briller tout simplement. Parce que c'est un bon sprinter et par exemple pour une équipe Conti Pro ça peut être un très bon joker. Et même constat pour Clément Carizet qui remporte la dernière étape en costaud et qui a la chasse d'un contrat après que le Delco, son équipe, va sûrement mettre la clé sous la porte à la fin de la saison. Très régulier tout au long de ce Tour de Poitou-Charentes, c'est Connor Swift qui va remporter l'épreuve et il poursuit sa très belle saison au sein de l'équipe bretonne, notamment après avoir remporté le Trobro-Léon plus tôt dans cette saison. Ensuite, tiens, qui voit l'âge? Le retour de Remco. Remco qui vole, hein. On l'a vu râler sur un dépannage un poil trop long sur le Tour du Benelux, mais Remco montre surtout qu'il est très en forme sur cette fin de saison et il remporte du coup la Bruxelles Classique. Et je sais pas comment je vais prononcer ça, mais tenez-vous prêts. Il a aussi remporté la Druvenker Overijse. Oh, c'est ça. Ah, ok, merci. Et il les a remportés. Vu que c'est Remco, il les a évidemment remportés en solitaire, hein. Donc, il va être à surveiller pour le championnat d'Europe et pour les mondiaux. Un retour très en forme. Vraiment le Remco qu'on a connu d'avant sa chute au Tour de Lombardie. Donc, ça fait plaisir. En parlant d'une personne à surveiller pour les championnats d'Europe et les mondiaux, moi je vais te parler de Ethan Etter, notamment sur le Tour de Norvège. Il a remporté 2 étapes et le général. Pour moi, il montre, comme on l'a souvent parlé cette saison, que c'est un coureur, c'est un grand champion en devenir. Moi, je pense qu'il va être la carte à surveiller du côté de l'équipe britannique. Tout le monde pense à Tom Pidcock, mais moi je vais mettre clairement une grosse pièce sur lui parce qu'il va être capable de pourquoi pas faire la différence aussi bien dans les bosses qu'au sprint parce qu'il a une très belle pointe de vitesse. Et cette saison, même s'il ne fait pas des grosses courses, parce que du côté de la Ineos, forcément, il y a du très beau monde, mais il faut rappeler que le minot, il a seulement 22 ans, il va avoir 23 ans le 18 septembre prochain. Et non, depuis le début de saison, il enchaîne des belles performances. Et je pense que cette fin de saison, comme il a brillé toute l'année, je pense qu'il va continuer à briller. Un petit tour outre-Rhin, direction l'Allemagne. À domicile, les Allemands ont brillé, ont remporté plusieurs étapes avec Ackermann et Hippolyte, ainsi que le général pour le coureur de la Bora-Hansgrohe. Et Christophe, quant à lui, débloque son compteur du temps pour cette année en remportant 2 étapes. Donc encore le retour d'un papy. Après, Christophe n'a pas vraiment eu de saison trop creuse, il me semble. Ça a donné quoi l'an dernier déjà? Il avait juste remporté une étape sur le Tour de France, c'était la première étape. Mais oui, c'est plus le Christophe en tout cas des années précédentes où il savait remporter vraiment des sprints massifs en costaud. Là, il a remporté quand même 2 belles étapes, mais ça reste une saison en dessous de ses capacités. Oui, et on sent vraiment le poids de l'âge, quoi. Et après, tu veux faire un petit tour du côté du Benelux? Tour du Benelux, anciennement Binchbank Tour. Très belle épreuve, on va dire, de fin de saison qui permet de préparer
notamment les mondiaux et cette année Paris-Roubaix, moi en tout cas j'ai une chose à dire, c'est que j'adore les sprints bonus, de 3 sprints bonus en 1 km 5, 3 fois 500 mètres, et je vais pas vous parler de l'épreuve du bac, mais franchement, très très belle initiative en tout cas, parce que ça permet de dynamiter les fins d'étape, et franchement, vu à l'allure où il roule sur ses sprints, c'est magique. En tout cas, en termes de performance, Tim Merlier, il continue d'impressionner en remportant 2 belles étapes au sprint. Franchement, assez impressionnant de facilité. Alpecin Phoenix entre Tim Merlier, Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel. Punaise, certes, ils n'ont pas énormément de grimpeurs, mais en tout cas, au sprint, c'est une valeur sûre. Ah oui, et ça gagne des courses et ça en gagne presque toutes les semaines. Donc franchement, chapeau. Sur la deuxième étape, le contre-la-montre, Stéphane Bisseguer, il a montré tout simplement que c'était l'homme de la saison sur les chronos avec Filippo Ganna, parce que franchement, juste monstrueux, hein. Il a mis 15 secondes à Affini, 20 secondes à Stéphane Kung sur un chrono de 10 bornes. Le Suisse, très 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 fort. Peut-être un titre de champion du monde dans quelques semaines. Ah, peut-être. On va déjà essayer de voir les championnats d'Europe pour lui. Et après, pourquoi pas les mondiaux. Mais c'est sûr en tout cas que ça sera un des hommes à surveiller. Et Taco van der Hoorn, qui nous fait une Taco van der Hoorn, qui vient remporter une étape en costaud, en échappée. Il vient régler son groupe au sprint. On a eu le droit à un joli mano à mano entre le peloton et l'échappée, tout simplement. Et c'est un certain Peter Sagan qui vient remporter le sprint du peloton. Comme quoi, on peut s'attendre à des surprises dans cette fin de saison. Et pourquoi pas voir le Slovaque, pourquoi pas, remporter un second Paris-Roubaix. On a, je pense, fait le tour des différentes épreuves qu'il y a eu sur cette seconde partie d'août. On a commencé à débriefer également, par exemple, le Tour du Benelux qui se finira dimanche. Donc on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a encore des belles étapes. Également pour la Volta. Mais je te propose qu'on fasse un petit focus sur les championnats d'Europe et qu'on discute un peu des chances de l'équipe de France. Ces championnats d'Europe vont se dérouler le 12 septembre prochain dans le Trentin en Italie. Alors, on en a déjà discuté un peu ensemble. Quand tu as vu l'annonce de la sélection de l'équipe de France, t'en as pensé quoi ? Je te laisse, on va dire, citer les différents noms qui composeront les Bleus, mais franchement, c'est une armada, quoi. Ouais, une grosse armada avec Bardil, Paré-Peintre, Madouas, Cosnefroy, Bardet, Perrichon, Martin et Pinot. Donc forcément, on va se dire, mais où est passé Julien ? Écoutez, Julien est un jeune papa. Marion a accouché quelques jours avant le départ du Tour. Je pense que Julien a besoin aussi de vivre sa nouvelle vie de papa et c'est une saison un peu particulière pour lui et peut-être que l'an prochain, il ne refusera aucune sélection, mais je pense que chacun a envie de vivre sa vie de jeune papa différemment. Et moi, je pense que c'est tout à son honneur et voilà. Après, effectivement, une grosse armada, hein. Surtout quand tu vois la montée en puissance de Cosnefroy. Après, Pinot sera plutôt là dans un rôle de coéquipier. Martin aussi, surtout que lui, il sort du Tour de France et de la Vuelta, donc on espère qu'il sera pas trop non plus épuisé. Après, derrière, il y a quand même de quoi faire en tant que coéquipier. Mais après, j'imagine vraiment un Cosnefroy leader avec ce qu'il nous a montré sur la Bretagne classique. En tout cas, moi j'ai envie de te dire, le circuit est très compliqué. Enfin, il est surtout casse-pattes parce qu'il y a une bosse de 3 km 6, pas très raide, mais on va dire que la répétition des tours et des kilomètres, ça peut être très usant. Mais en tout cas, vu l'équipe, moi je m'attends à ce que, enfin je l'espère, tout simplement de les voir à l'attaque quasiment dès le kilomètre 0. Avec une équipe comme ça, tous les tours, tu peux mettre des mines dans la bosse. Et franchement, désolé, hein, mais en fait, c'est un championnat d'Europe. En soi, c'est pas un mondial, ni quoi que ce soit. C'est pas non plus la course la plus importante de l'année. Et vu l'équipe qu'il a amenée, j'espère les voir attaquer limite à tour de rôle. Parce qu'il a mis une équipe de criminels. Quasiment tout le monde peut gagner
le titre. Et de toute façon, moi, on va dire, c'est la seule solution pour, par exemple, lâcher un Sagan ou pourquoi pas même lâcher un Nizzolo s'il y participe. Parce que c'est une boss qui n'est pas non plus très très dure. Mais si tu mets du rythme dès le début, si tu fais la course vraiment en tant qu'équipe actrice, franchement, je vois mal comment par exemple, tout simplement, comment un des Frenchies ne peut pas finir au minimum sur le podium. Ah, c'est vrai, après, il y a quand même du beau monde, donc à voir. Bah, franchement, si tu repars pas avec au minimum une médaille, je pense que Veuclair, à la fin du mondial, même, allez, on lui laisse le mondial et tu dégages, hein, parce que franchement, je comprendrais pas comment, avec une équipe comme ça, tu peux pas chercher au minimum un podium. Ouais, c'est vrai. C'est au moins l'objectif annoncé, je pense. Parce que bon, notre sélectionneur n'a pas les couilles pour faire venir Julien Alaphilippe dans l'équipe. Mais bon, cela ne nous concerne pas, donc nous allons passer directement au mercato. Un mercato qui a été très actif quand même sur cette seconde partie du mois d'août. On a pas mal de noms et pas mal de recrues pour les différentes équipes françaises notamment. Ouais. On va commencer par G2R, écoute, hein. G2R, je vais parler de Cosnefroid. Donc, chez G2R, arrivé de Félix Gall qui arrive de la team DSM. C'est un jeune grimpeur prometteur. Du côté de la Borhansgreux, il y a eu deux belles arrivées. On a d'abord dans un premier temps l'arrivée de Jonas Koch d'Intermarché Montigobert qui vient notamment renforcer l'effectif sur la partie sprint. Et notamment l'arrivée d'une pépite allemande qui va lui aussi faire le saut des juniors au World Tour. Bien sûr, comme tu l'as évoqué plus tôt, un prénom qui ne présume pas un champion, quoi. Louis Joey Lurs, qui a notamment fini deuxième de la Classique des Alpes cette année. On a également du beau monde qui a renforcé le collectif de la Jumbo-Visma. On a notamment les deux renforts sur les classiques, Tosh van der Sande et Christophe Laporte. On vous l'avait annoncé déjà depuis quelques épisodes que Christophe Laporte allait quitter Cofidis pour la Jumbo. Je pense que il aura, j'espère, des chances aux côtés de Wout van Aert, mais surtout, Wout van Aert qui récupère un très très bon guerrier. Ouais, sacré guerrier, surtout parce que c'est vrai que dans certains faits de course, il peut être potentiel vainqueur. Et là, franchement, très belle recrue. Après, pour lui, je pense que c'est vraiment une upgrade, même pour lui dans sa carrière. Dans le sens où chez Cofidis, on le sentait quand même faire un petit peu sur place cette dernière année. Il fait toujours des bons résultats, mais tu sens qu'il a quand même le potentiel pour plus. Et chez Jumbo, il pourrait développer ce plus. Après, voilà, il faut que les circonstances de course fassent qu'il puisse jouer sa chance, quoi, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on parle souvent du train jaune depuis l'an dernier. On va avoir une belle locomotive, l'arrivée de Rohan Dennis qui vient de Ineos à Jumbo-Visma. Et petite surprise on a l'arrivée du champion des Pays-Bas de VTT Milan Vader qui va rejoindre l'équipe pour tenter une aventure sur la route. Du côté d'Ineos, on a l'arrivée d'un énième Britannique, un très jeune coureur qui est très fort. C'est l'arrivée de Ben Tollett qui vient d'Alpecin Phoenix et qui est un très bon coureur en cyclocross. Ensuite, la Trek, apparemment, le début de saison de Uno X les a tapés dans l'œil et ils sont allés recruter Marcus Hulgaard. Très en forme cette saison, le Norvégien. Donc, il va être à surveiller sur les classiques ardennaises. Franchement, moi, ça me fait plaisir qu'ils aillent chercher un coureur de la Uno X. Et après, on espère aussi voir toujours la Uno X aussi forte les prochaines saisons. Toi, ils nous ont régalé cette année. Ensuite, ils recrutent Otto Vergeerde d'Alpecin Phoenix et enfin John Aberastouri de la Cara Rural. Ensuite, petit tour à la Cofidis qui est venu shipper Benjamin Thomas, le récent médaillé olympique sur l'américaine, et ils l'ont shippé à la Groupama FDJ. Après, est-ce que sur les contre-la-montre, t'es dans l'ombre d'un Stéphane Kung? Je ne pense pas non plus, quoi. Ensuite, la Cofidis ne s'est pas arrêtée là.
Très en vue cette fin de saison, ils ont recruté Alexis Renard qui s'engage avec la formation nordiste et également l'arrivée de François Bidard en provenance d'AG2R. Ensuite, on part voir la première équipe bretonne, donc Arkea Samsic. La pépite italienne Alessandro Verre rejoint l'équipe bretonne. Simon Guglielmi vient renforcer le train de Nasser Bouhanni. Et un retour en France d'Hugo Hofstetter qui me hype vraiment. Et ensuite, arrivée de Nicolas Eder en provenance de Cofidis. Ensuite, on va voir la deuxième équipe bretonne, ça ne s'invente pas, BNB, avec l'arrivée d'Adrien Lagré et Axel Laurence qui sont actuellement stagiaires et l'arrivée d'Alexis Goujard. Et enfin, dernière équipe française pour ce mercato dont on va discuter, c'est la Total Direct Energy avec l'arrivée d'Alan Joussom, l'un des meilleurs Français espoirs cette saison, donc joli coup. Après, est-ce qu'il y aura d'autres gros recrutements du côté de la Total? Je ne pense pas, vu que le budget a dû passer dans Sagan et toute sa clique. Bon, je le dis un peu vulgairement, mais je pense pas qu'on va avoir d'autres grosses recrues pour la Total Direct Energy, alors qu'on vient de ramener les frères Sagan et 2-3 protégés du coureur. Ah, ce Jura Chagan qui doit coûter tellement cher. Ouais. Ah, le Peter. Peter, je sais pas combien ils vont le payer, mais à mon avis, j'espère que ça sera rentable. Non, mais en tout cas, de sûr, il reste pas mal de coureurs qui sont sans contrat pour l'année prochaine. Donc, on risque de reparler mercato ces prochaines semaines. Et pourquoi pas voir des jolis coups de nos équipes françaises. En tout cas, on l'espère. Mais notre Jérôme Pinault nous a indiqué qu'ils allaient avoir une grosse recrue. On ne sait pas si c'est une grosse recrue du cyclisme en général, parce qu'on sait qu'il y a des noms comme Fulsgang, Lutsenko, je pense à Daniel Martin qui sont toujours libres de tout contrat, ou si c'est une grosse recrue pour à hauteur, on va dire, de BNB. Mais on espère voir encore une ou deux, ou un ou deux coups en tout cas des équipes françaises, parce qu'il y a la place pour chercher des coureurs d'expérience qui sauront leur faire passer un cap. J'ai hâte de voir qui est ce gros coureur. Bon, c'est tout pour Dossard 13. On espère avoir été assez complet. On a bien fait le tour de toutes les courses, du mercato. On espère voir les Frenchies briller sur les championnats d'Europe. On refera un point et un bilan de l'équipe de France juste avant les mondiaux. On aura le droit à une belle semaine en back-to-back des championnats du monde puis de Paris-Roubaix. Donc voilà, c'est du lourd pour cette fin de saison. On vous souhaite une très belle journée. C'est tout pour Dossard 13. Ciao, ciao. Ciao!